Le no-code, un terme que vous avez sans doute déjà entendu, mais dont l'utilité peut encore vous sembler floue. Vous vous sentez un peu perdu sur le sujet ou vous souhaitez vous lancer? Dans cette vidéo, je vais vous éclairer sur les différentes possibilités qu'offre le no-code. Vous présenter les outils à utiliser et vous expliquer les termes essentiels à connaître pour bien débuter. Donc le no-code, ça permet simplement de créer des applications sans écrire une seule ligne de code, conçues par des développeurs pour des non-développeurs. Donc c'est important dans cette vidéo de découvrir les secrets et les éléments essentiels à connaître avant de vous lancer dans le no-code. Qu'est-ce que le no-code? Donc, comme on a dit tout à l'heure, c'est des outils qui permettent de créer des sites web, des applications web ou mobiles, mais aussi des automatisations et plein d'autres choses sans avoir de connaissances techniques en programmation. Donc, il y a plusieurs bénéfices et il y a quelques limites. Pour les bénéfices, ça va être un coût réduit. Donc le no-code, c'est beaucoup moins cher que de prendre des développeurs ou utiliser des personnes pour pouvoir développer des sites internet en dur, entre guillemets. Après, sur les limites de ça, ça va être qu'on est dépendant des fournisseurs tierces. Donc, c'est-à-dire qu'on est dépendant d'applications ou d'entreprises qui sont basées à l'étranger la plupart du temps. Donc, s'il y a un problème dans l'Union européenne qui ne veut plus utiliser les outils, par exemple, américains, ça va peut-être poser des problèmes. Il y a aussi un problème de sécurité des données parce que il y a certains outils, comme je disais, qui sont pas dans l'Union européenne, donc ils ont pas les mêmes lois sur ces données-là. Mais il y a des possibilités d'utiliser des bases de données externes, de connecter à certains outils des bases de données pour rentrer dans cette loi européenne. Donc il y a des solutions à quelques problématiques. Donc limitation technique aussi, si on veut vraiment aller beaucoup plus loin dans notre application no code, on est limité dans certains temps. Ce qui est bien par exemple avec Bubble pour créer une application web, c'est bien pour créer un MVP, donc c'est une application standard, c'est-à-dire les bases de l'application pour le montrer ou la tester à des personnes et ensuite de le développer en dur, en levant des fonds, etc. Ensuite, dans les bénéfices, ça va être la rapidité de mise en œuvre, donc c'est beaucoup plus facile. Par exemple, en 15 jours, on peut développer une application, alors qu'en développement web traditionnel, il faudrait plusieurs équipes et plusieurs mois pour développer une application qui fonctionne. Ensuite, la flexibilité et la personnalisation, donc c'est dans les bénéfices et aussi c'est dans la limite technique aussi, parce qu'on peut énormément développer, ajouter du code aussi custom. Donc là, il faut avoir des connaissances en programmation, mais la plupart des outils proposent nativement de la personnalisation très poussée. Ensuite, facilité d'utilisation. Donc, comme on disait, il n'y a pas besoin de connaissances techniques pour pouvoir utiliser ces outils no-code. C'est vraiment l'avantage du no-code. C'est pour ça que la plupart des sociétés l'utilisent, car il n'y a pas besoin de connaissances techniques en programmation, tout simplement. Le design visual programming, c'est vraiment le concept même du développement no-code. Il améliore considérablement la créativité et la productivité, rendant le développement d'applications plus accessible. Donc en fait, le design visual programming, c'est vraiment utilisé pour une interface graphique et intuitive. Donc c'est vraiment très visuel. Les développeurs non techniques peuvent créer des applications simples juste en faisant du glisser-déposer. Donc c'est vraiment la base du design visual programming, c'est de prendre un élément, de le glisser à un endroit. Donc vraiment, c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus intuitif et visuel. Ça fonctionne avec des systèmes de blocs. Donc en fait, c'est un bloc qu'on prend, qu'on glisse à un endroit. Chaque bloc représente une action spécifique, simplifiant ainsi le processus de développement. Ensuite, il y a la sécurité et la flexibilité. Malgré sa simplicité, ces applications ont énormément de sécurité là-dessus parce que on utilise un outil, on paye un abonnement pour pouvoir utiliser cet outil-là. Donc, il y a énormément de sécurité qui sont mises en place. On n'a pas besoin de, quand on développe nous-mêmes notre solution, d'avoir une personne dédiée à la sécurité et de penser à toute la sécurité, d'où peuvent venir les attaques, etc. Là, on s'en occupe pas. C'est ça qui est intéressant dans ces outils-là. On va faire un petit point sur le marché du no-code qui a une énorme croissance. Il devient essentiel pour l'adoption des entreprises aujourd'hui car il réduit les coûts et accélère la création d'applications. Donc quelques chiffres. Annuellement, le marché du no-code affiche 26,1% de croissance annuelle. Il va faire que augmenter dans les années à venir. Donc par exemple, pour une petite idée, la valeur en 2014 du marché en no-code mondial est de 32 milliards de dollars. Donc c'est quelque chose qui est énorme et il y a des prévisions de 2032 qui sont de 207 milliards de dollars. Voilà, c'est un énorme jump sur les années qui vont arriver et on voit que 84% des entreprises utilisent déjà la solution no-code. Donc, ça veut dire que c'est vraiment quelque chose qui est important sur le marché et de plus en plus d'entreprises l'utilisent.
sous différentes formes parce qu'on va voir après les différentes formes d'outils qui existent. Donc vous pouvez aller voir directement les sources de tout ça pour en apprendre un petit peu plus sur le marché, sur Forbes et Tadabase.io. Je vous donnerai le lien dans la description. Les catégories d'outils, il y en a pas mal. Je les ai pas tous mis là parce qu'il y en a certains pour moi qui rentrent pas forcément dans la logique du no-code. Mais là, on va prendre les 5 de base, donc la création de sites web et d'applications. Donc en fait, il faut faire la différence entre le site web en soi, qui peut être un landing page, donc un one page, tout ce qui est site internet vitrine. Et ensuite, il va avoir les sites internet e-commerce, où là, on va vendre des produits, etc. Après, il va y avoir des applications, c'est-à-dire des SaaS. Beaucoup de personnes aujourd'hui qui créent des SaaS, de plus en plus, ça permet de régénérer des revenus récurrents en proposant une solution à son service. Donc, faut faire la différence parce qu'après, il y a des applications mobiles. Et là, les applications mobiles, elles sont disponibles que via le store, Google Store ou Android Store. Donc, les applications et sites web, c'est des outils pour développer tout simplement des sites web et des applications web et web mobile sans coder. Donc, il y a quelques petits exemples. Webflow pour créer vraiment des sites web, Bubble pour créer des applications web et Adalo et Glide pour créer des applications mobiles. De toute façon, tout à l'heure, on va voir vraiment tous les outils point par point et lesquels je vous conseille d'utiliser aujourd'hui. Ensuite, il y a l'automatisation de processus. Donc, c'est des plateformes qui servent à automatiser les flux de travail et des tâches récurrentes qui sont répétitifs pour augmenter l'efficacité opérationnelle. Donc, ça permet d'automatiser énormément de tâches dans leur quotidien. Par exemple, répondre aux mails. Par exemple, quand une personne rentre ses données dans un formulaire, il rentre dans une certaine case, on lui envoie automatiquement un email. En fait, on peut imaginer tout et n'importe quoi. Vraiment, toutes les tâches au quotidien qu'on pourrait automatiser, qu'on fait sur notre ordinateur, on peut les automatiser grâce à ces outils no-code. Donc, quelques exemples, Zapier, Make, qui est un ex-Integromat, et Annuel. Ensuite, il y a les outils de gestion de données. Donc, c'est tout ce qui est base de données. C'est des outils qui permettent d'organiser et d'analyser et de visualiser les informations sans vraiment de compétences techniques. Donc, on prend un tableau, un Google Sheet par exemple, qui rentre dans un outil no-code qui est très simplifié. On n'a pas besoin de coder une base de données ou d'ouvrir SQL, MySQL, etc. Là, par exemple, il y a des outils comme Airtable et Baserow. Donc ça, on peut vraiment l'intégrer comme Google Sheet qu'on faisait par exemple Airtable, et on peut après l'utiliser, le connecter à des applications comme Bubble, Adalo, etc. Voilà, c'est ça qui est intéressant, c'est que tous ces outils no-code, on peut tous les connecter ensemble. Ensuite, il y a les outils de gestion de projet et de collaboration. Donc là, ça va être des outils pour organiser ses projets, collaborer et gérer des équipes. Donc il y a l'outil phare qui est Notion, on peut faire pas mal de choses ensemble, on va de toute façon le découvrir après. Il y a ClickUp pour gérer la partie vente, etc. Un petit peu comme Notion, mais c'est un peu plus bridé. Et ensuite, il y a Trello pour l'organisation des tâches, tout simplement. Ensuite, il y a la création de chatbots et d'assistants virtuels. C'est un petit peu moins parlé, c'est un petit peu moins expliqué que c'est un outil no-code, mais ça permet de concevoir des chatbots et des assistants conversationnels sans programmer. C'est-à-dire que sur votre site internet, vous avez une petite bulle en bas à droite pour parler à un assistant. Ça peut être un robot ou vous pouvez demander de parler à un humain, tout simplement. Et ça, on va pouvoir le faire grâce à des outils comme Landbot, ChatFunnel ou ManyChat. Donc ça peut être intéressant d'automatiser, par exemple, si une personne est sur telle page de vente, au bout de 5 minutes, le chat arrive et lui pose une question. Ça peut commencer une interaction et convertir plus rapidement cette personne en vente, tout simplement. Donc voici à peu près les 5 grands outils, enfin catégories d'outils qu'on peut mettre dans le no-code. Il y en a d'autres, comme par exemple WordPress, qui est un site pour créer un site web, qui est vraiment le premier outil qui est sorti, où la plupart des gens ne l'assimilent pas trop comme du no-code, mais en soi, c'est vraiment du no-code parce qu'on peut créer un site internet, donc avec un CMS, un outil qui permet vraiment de créer un site web sans savoir coder. Et ce site web et WordPress en plus est open source et entièrement gratuit. Il faut juste l'héberger sur un serveur. Donc là, on va voir les meilleurs outils no-code. Donc pour moi, les meilleurs, et c'est pour ça que je vous les présente et je vous invite vraiment à les utiliser et à les tester de votre côté. Donc chaque catégorie d'outils peuvent varier en fonction des besoins spécifiques de chaque utilisateur et de chaque projet. Il est vraiment important de bien comprendre les fonctionnalités disponibles de chaque outil qui conviennent le mieux à votre besoin. Ces outils peuvent aider à économiser énormément de temps, énormément d'argent et d'accélérer des processus d'amélioration pour améliorer l'efficacité opérationnelle. Donc, la première catégorie, c'est la création des sites web. J'en ai sélectionné 2, qui est Webflow, l'outil no-code de référence, et Framer, l'outil pour les designers. Donc, l'avantage à Webflow, car vraiment, on peut vraiment le personnaliser vraiment comme on souhaite. On peut vraiment aller très très loin.
On peut vraiment faire du e-commerce aussi avec Webflow ou même connecter le front-end de Webflow et la base, le back-end de Shopify. Donc on peut connecter les 2, ça peut être intéressant. On peut vraiment connecter énormément d'outils et aller vraiment beaucoup plus loin. L'hébergement intégré, ça peut être, un avantage et un inconvénient. Si on souhaite l'héberger ailleurs, il y a des possibilités de pouvoir, prendre le code et de le mettre ailleurs sur un WordPress ou sur un serveur. Donc ça aussi, c'est intéressant. Il y a un CMS puissant qui permet de gérer tout ce qui est base de données intégrée. Donc ça va être tout ce qui est articles de blog, e-commerce, etc. L'inconvénient, c'est que ça peut être un petit peu complexe pour les débutants à prendre en main, parce qu'il y a une logique à utiliser ces outils. Euh, Si vous êtes plus designer et que vous souhaitez aller un peu plus vite et vous êtes vraiment pointilleux sur les animations et sur le design, Framer, c'est beaucoup plus sympa et intuitif à utiliser pour les débutants. Ça a vraiment le même interface que Figma, si vous connaissez. Tout ce qui est avantage, ça va être l'expérience utilisateur. Donc ça va être fluide, ça va être des outils avancés pour tout ce qui est interaction, animation, etc. La rapidité de développement et la simplicité d'utilisation. L'inconvénient, ça va être qu'il y a moins de contrôle sur le SEO. On peut moins pour le référencement SEO et aussi par rapport à la personnalisation. On peut un petit peu moins personnaliser sur des fonctionnalités un peu poussées. Les deux outils sont sympas à utiliser. Moi, je vous conseille Webflow de vous former. Il y a énormément de demandes sur la création de sites Webflow. Sur Framer, ça commence à arriver petit à petit. Mais vu la personnalisation poussée qu'on peut faire avec Webflow, la plupart des sociétés utilisent Webflow. Donc voilà pour les outils de site web. Ensuite, les outils de création d'applications web. Donc il y a plusieurs outils, il y en a 3. Il y a Bubble qui est le numéro 1 dans la création d'applications web. C'est vraiment l'outil par excellence qui est utilisé par tous les développeurs no-code, car il a beaucoup d'avantages sur la flexibilité. On peut faire de la personnalisation avancée avec des interfaces et fonctionnalités plus poussées. On peut créer des plugins et venir les connecter, etc. On peut vraiment aller loin. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une base de données qui est intégrée avec du stockage et de la gestion de bases de données qui est simplifiée. On peut connecter d'autres bases de données à Bubble, par exemple pour Xano, pour avoir des outils qui sont un peu plus performants. Peut-être parce que quand on pousse un petit peu plus, ce qui est l'inconvénient de Bubble, c'est qu'il peut être un peu lent si on veut faire des applications un peu plus complexes. Donc là, dans l'idée de vraiment utiliser des bases de données externes comme Xano. Après, on peut directement sur Bubble, ce qui est bien, de faire des automatisations, des workflows, flow units, et connecter des API externes. Donc c'est vraiment ce qui met cet outil en avant. Après, il y a WeWeb qui est un outil français où il est très intéressant aussi comparé à Bubble. Juste son inconvénient, ça va être le back-end qui nécessite une base de données externe. Ça peut être un inconvénient ou un avantage, vu que si on veut vraiment aller plus loin avec son outil, on connecte directement Xano et on s'embête pas avec la base de données, le back-end pardon, oui, la base de données de Bubble par exemple. Donc là, ça peut directement aller un peu plus loin et ça peut être intéressant. On peut vraiment personnaliser son site comme on veut. Voilà, le design avancé. Donc ça peut être intéressant. Après, Softer, qui sort vraiment des deux autres outils. Softer, c'est l'outil de création qui est ultra rapide. Donc c'est vraiment très simple d'utilisation. Il y a de bons templates. Contrairement aux autres outils, il y a la base de données Airtable qui est nativement compris dedans. Donc ça peut être intéressant, mais si vous voulez aller plus loin, il faut payer un peu plus cher pour ce qui est Softer. Je trouve pas ça très intéressant. Ce qui peut être intéressant, c'est que avec Softer, on peut avoir son application avec un forfait gratuit, sans la développer, sans son nom de domaine. Donc ça peut être intéressant. Voilà sur les 3 outils. Moi, je vous conseille d'utiliser Bubble, qui est le plus demandé aujourd'hui. Il y a énormément de fanbase, énormément de contenu dessus, et c'est vraiment l'outil par excellence. Ensuite, il y a la création d'applications mobiles, parce que juste avant, on a vu la création d'applications web. Il y a par exemple Bubble qui est en train de mettre en place la possibilité de créer des applications mobiles nativement via directement Bubble. Donc en dupliquant ce qu'on a fait avec le web et le mettre directement en mobile. Ça peut être intéressant à voir. Flutterflow, ça peut être, pareil, ça peut ressembler à Bubble d'un côté, mais c'est vraiment un outil pour faire des applications mobiles. On peut faire aussi des applications web, mais c'est moins fait pour ça, du coup. L'outil Flutterflow, qui est un outil qui est créé par des ex de Google, donc des anciens employés de Google. C'est pour ça qu'il est très intéressant. Ce qui est intéressant dans cet outil, c'est qu'on peut, qui est directement connecté avec Firebase, qui est une base de données native de Google, qui est très sécurisée, très performante, etc. Donc là, c'est vraiment un énorme avantage. On n'a pas besoin de s'embêter à la connecter, c'est vraiment compatible directement et compris dans le prix de l'abonnement. Ensuite, il y a l'exportation du code. On peut directement le développer avec le langage Flutter, parce que c'est un langage qui a été inventé par Google, qui permet de créer des applications. Voilà. Donc
cet outil-là est fait en langage Flutter et on peut le développer directement. Donc si vous avez de l'aisance avec, ce langage-là, courez dessus, c'est vraiment très intéressant. L'inconvénient, c'est vraiment la courbe d'apprentissage parce que, on peut faire des choses simples avec Flutterflow, mais quand on veut vraiment aller dans le complexe, il faut comprendre le, langage Flutter. Donc, obligé d'apprendre un langage de programmation. Ensuite, il y a Adalo, où là, c'est vraiment un outil no-code beaucoup plus simplifié, où on peut créer des applications en glisser-déposer très rapidement avec des templates, des modèles préfaits. Donc, c'est intéressant, on peut l'exporter facilement vers des applications de l'App Store ou le Google Play pour directement le publier nativement sur le store. Les inconvénients, c'est qu'il y a une performance un petit peu limitée, moins fluide pour les applications un peu plus complexes. Donc vraiment Flutterflow pour les applications complexes. Ensuite, il va avoir Glide qui est l'outil de création d'app avec Google Sheet. Donc ça, c'est un outil qui permet de simplement et très rapidement, avec un Google Sheet, donc avec un tableau Google Sheet, de directement le connecter et de créer votre application. Ça peut être intéressant pour créer une application dans votre entreprise, pour faciliter des choses. Ça peut vraiment être très intéressant et surtout que la tarification elle est très flexible et il y a une version gratuite et des plans abordables pour les petites entreprises. Donc ça peut être intéressant si vous souhaitez pas créer une application révolutionnaire, juste une petite application pour votre entreprise. Vous pouvez vraiment aller la voir. C'est très limité dans la personnalisation, vous allez vous en rendre compte. Donc allez jeter un coup d'œil et dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Ensuite, la création d'automatisation. Donc là, on va voir les 3 meilleurs outils pour faire de l'automatisation, donc les workflows. Le premier que j'utilise et qui est en fonctionnalité prix, le plus abordable et le meilleur pour moi, selon moi, c'est Make, qui est ex Integromat. Ses avantages, c'est qu'on peut vraiment aller vraiment très, très loin dans les, scénarios d'automatisation avec des logiques, conditionnelles et cetera, connexion d'API. On peut connecter énormément d'applications externes. Bon, pas contrairement à Zapier où il y en a beaucoup plus, mais Make, il y en a de plus en plus. C'est vraiment très intéressant. Le petit inconvénient, c'est la courbe d'apprentissage, même si, on voit par exemple à cette image-là, c'est vraiment très simple, c'est très visuel. On connecte des outils entre eux et après ça peut être la configuration en interne qui peut être un petit peu compliquée à connaître le JSON et cetera. Mais ça s'apprend comme tout, ça s'apprend. Ensuite, il y a N8, l'outil d'automatisation qui est open source. Donc là, c'est vraiment un outil open source qu'on peut vraiment télécharger sur notre serveur. Donc on peut l'héberger en local. Pas besoin de payer un abonnement dans un outil tierce. On le prend, on le met sur notre hébergeur et il est mis à jour par la communauté. Donc ça peut être un énorme atout pour des entreprises qui ne souhaitent pas être dépendants d'outils américains, d'outils qui sortent de l'Union européenne pour leurs données, par exemple. Ça peut être un énorme atout. Ensuite, ce qui va être l'inconvénient sur cet outil-là, c'est qu'il nécessite déjà de connaissances techniques pour l'installer sur le serveur. Ou sinon, vous pouvez prendre l'abonnement, mais ça revient au même de faire ça. C'est-à-dire qu'on prend l'abonnement comme sur Make et eux, ils l'hébergent de leur côté. Mais bon, il n'y a pas d'avantage de faire ça. Vaut mieux utiliser Make. C'est beaucoup plus simple, beaucoup plus facile. Alors que là, si on veut vraiment l'installer sur notre serveur, ça devient un peu plus compliqué. Et même sur la configuration des modules, il y a besoin de connaître du JavaScript. Donc c'est vraiment un langage de programmation. Donc c'est vraiment pour des utilisateurs beaucoup plus poussés dans l'automatisation. On peut faire énormément de choses, c'est vraiment très intéressant. Ensuite, Zapier, l'outil d'automatisation pour les débutants. Si vous souhaitez vraiment un outil pour automatiser des tâches simples et que vous voulez vraiment pas vous prendre la tête, je vous conseille Zapier. C'est un peu plus cher que les autres, en fonction, c'est basé sur le volume. À vous de voir, mais Zapier c'est beaucoup plus simple, c'est assisté, chaque étape est testée, assistée. Donc ça peut être simple de l'envisager. Et surtout, vous avez beaucoup d'intégration d'applications. Donc toutes les applications qui sortent, elles sont déjà intégrées sur Zapier en premier, puis après Make et après sur N8N. Ensuite, les outils de gestion et d'organisation. Il y a des outils no-code qui permettent d'organiser des tâches, de créer des outils de tableur, des outils de gestion de tâches, etc. Donc il y a Notion qui est le couteau suisse, c'est-à-dire qu'on peut faire énormément de choses. Ça peut être un inconvénient parce qu'on peut vite s'y perdre et se rendre compte de à quoi ça sert, quoi. Mais on peut faire énormément de choses. Il y a une collaboration, on peut travailler avec les équipes sur la création de tableaux, de tâches, etc. Une interface qui est intuitive, mais on peut vite s'y perdre. Ça peut être vraiment un avantage comme un inconvénient. L'inconvénient, c'est vraiment sur la limite de la gestion de la base de données, qui est selon moi très limitée, et c'est vraiment moins puissant que Airtable. Donc c'est en fonction de ce que vous voulez faire avec. Si vous vraiment organisez avec la gestion d'équipe, Notion, ça peut être intéressant. Il y a un plan gratuit, mais quand vous créez une équipe, là, c'est 9 $ par personne de l'équipe. Voilà. Sur Airtable, c'est l'outil d'organisation de données par excellence.
Quand on fait de l'automatisation, c'est vraiment l'outil qu'on va utiliser parce que il peut se connecter facilement. On peut créer des interfaces à partir des données, donc c'est vraiment très puissant. Et quand on fait de l'automatisation, c'est vraiment l'outil par excellence qu'on utilise pour faire de l'automatisation. L'inconvénient, c'est que c'est beaucoup moins puissant qu'une vraie base de données comme Xano qu'on va voir tout à l'heure. Voilà, c'est vraiment moins puissant parce que cet outil-là, on peut vraiment le connecter à des outils no-code pour créer des applications web, comme on a vu tout à l'heure pour Adalo ou Softair, par exemple. Donc ça peut être intéressant de déjà commencer avec cette base de données, de créer sa petite interface, et si on veut vraiment aller plus loin, de connecter un outil par la suite. Donc moi, je vous conseille vraiment d'utiliser Airtable. Maintenant, c'est les outils de base de données. Donc c'est les outils qui vont permettre de gérer vos données, de les connecter ensuite avec des outils tierces. J'ai pas mis Airtable parce que c'est vraiment pas un outil vraiment à proprement parler de base de données, un vrai outil de base de données pour des applications par exemple. Donc moi je vous présente Xano, que c'est la base de données surpuissante. Donc c'est vraiment l'outil de base de données par excellence, où c'est vraiment des bases de données robustes, gestion avancée des données et des relations. On peut créer des API auto-générées, donc ça permet de faire de la connexion facile avec n'importe quelle application front-end. On peut la faire évoluer, donc c'est conçu pour gérer des gros volumes de données et des performances très élevées. L'inconvénient, c'est vraiment la courbe d'apprentissage. C'est très technique, c'est un peu plus technique, c'est vraiment l'outil le plus technique à utiliser, contrairement à Bazero, qui est vraiment l'outil de base de données simple et personnalisable. L'interface, ça ressemble un petit peu à Airtable, donc ça peut être intéressant. Et la deuxième chose qui est intéressante, c'est que c'est open source aussi. On peut l'héberger en local sur notre serveur pour contrôler la sécurité. On peut ajouter des extensions et des plugins pour faire du développement sur mesure. Après, l'inconvénient, c'est que ça nécessite des automatisations externes pour se connecter à d'autres outils. Donc, il n'y a pas tout d'intégré pour l'instant, mais ils vont l'améliorer. Peut-être qu'à l'heure où je parle, il y a des choses qui ont été ajoutées par rapport à ce problème-là. Ensuite, il y a NocoDB, la base de données compatible avec SQL. Donc les avantages, c'est que ça fonctionne avec MySQL, PostgreSQL et SQLite. Donc c'est des langages de base de données. Donc ça peut être intéressant ça va pour tous les fonctionnements, donc dans tous les projets. Parce qu'il y a certains projets, on veut utiliser MySQL, peut-être on va faire un autre projet, on veut utiliser PostgreSQL, c'est des fonctions de base de données. Ensuite, c'est open source, donc on peut aussi l'héberger. Ça ressemble un peu à Bazero. Voilà, c'est de la gestion de données de mode tableur sans expertise technique. Donc ça peut être intéressant pour ça. L'inconvénient, c'est que ça nécessite aussi de l'hébergement. On peut vraiment aller plus loin avec cet outil-là, donc à essayer. Mais si vous êtes vraiment débutant, je vous conseille Bazero. Et si vous vraiment créez des applications pour aller très très loin, c'est Xano. Vous pouvez faire des connexions API très simplifiées. Donc on va voir ensuite le glossaire du no-code. Connaître les termes techniques est essentiel pour bien naviguer dans le monde du no-code et découvrir les termes les plus utilisés. Donc un premier terme, ça va être le design en no-code, donc container, padding, marge, flexbox, the-index, styles. Voilà, c'est vraiment des termes que vous allez utiliser au quotidien, vu que le no-code, c'est vraiment tout ce qui est design, donc visuel. Donc on va vraiment tout paramétrer avec ces mots-là. Un petit point sur les bases d'une page web. Pour vraiment vous revoir un petit peu chaque point ensemble. Une page web, ça va contenir une en-tête, donc on va parler de ça en header. On va toujours parler avec des mots anglais quand on fait du no-code. Ensuite, la navigation, donc la navbar, c'est la tige de navigation qui vous permet de naviguer entre les différentes pages. Ensuite, on va avoir le main qui contient le contenu de votre page. Par exemple, sur votre landing page, vous allez avoir le héros, etc. Et après, le contenu supplémentaire, c'est le high side. Ça va être surtout sur des pages de blog. Par exemple, quand vous êtes sur une page de blog, à côté, vous avez les articles récents ou les derniers articles, par exemple. Ça va être tout ce qui est high side. Ensuite, il y a le pied de page, là où il va y avoir le footer. Donc, dans tout ça, on va pouvoir utiliser tous ces mots de design en no-code. Donc, le container, c'est une sorte de boîte où vous placez vos éléments, donc texte, image, etc., description, etc., pour les organiser. Un peu comme une boîte à chaussures qui contient des objets. Donc c'est un container, ça contient des choses tout simplement. Dedans, on peut personnaliser des choses au niveau de design. On peut personnaliser le padding, c'est l'espace à l'intérieur d'un container autour de son contenu. Donc si on veut mettre de l'espace en hauteur ou sur les côtés, on va modifier le padding en pixels ou en rem. Ensuite, il y a la marge, c'est l'espace à l'intérieur entre deux éléments. Donc une marge entre deux éléments, par exemple, pour les séparer. La flexbox, c'est une méthode pour aligner et organiser vos éléments.
Par exemple, si vous voulez que 3 boutons soient bien alignés et sur une ligne, c'est grâce au Flexbox que ça devient facile. Donc ça va vous permettre de vraiment les aligner. Par exemple, vous avez, votre container et dedans vous avez une div et vous voulez que votre contenu, il soit en haut et vous allez utiliser le Flexbox, vous allez le mettre en haut. D'accord? Ensuite, le Z-index. Ce terme, ça détermine que, quel élément est au-dessus des autres. Imaginez une feuille, et le Z-index décide quelle feuille se trouve en haut de la pile. Donc par exemple, Z-index 1, Z-index 2, Z-index 3, etc. Par exemple, on peut avoir une image Z-index 1 et Z-index 2, la deuxième image qui va aller par-dessus, tout simplement. Et ensuite, le mot style, ce sont les paramètres pour personnaliser vos éléments. Couleur, police, taille, etc. C'est ici que vous donnez du caractère à votre design. Donc, dans le no-code, pour aller plus vite, on va déterminer le style. Donc, par exemple, si mon bouton, je veux qu'il ait des bords ronds, donc on va mettre du border radius. Je veux qu'il ait telle couleur. Je veux que la police, elle soit de telle police. Mon Serra, par exemple, voilà, elle soit de telle taille. Et bien, on va le définir une fois. On va l'attribuer à un style qu'on pourra réutiliser dans les autres pages et dans les autres boutons automatiquement. Voilà, c'est ça qui est intéressant dans le no-code. Ensuite, un autre mot à connaître, c'est les bases de données. Donc on en a parlé, je vous ai montré des outils, mais c'est bien de le comprendre et de savoir comment ça fonctionne. Une base de données en soi, c'est comme un classeur ou un tableau où l'on stocke et on organise et on retrouve facilement les informations. Ça permet simplement de stocker, organiser et rechercher les données très simplement. Par exemple, prenons l'exemple d'un site e-commerce. On va avoir des produits à vendre sur notre site internet. On va d'abord préalablement les stocker sur une base de données pour pouvoir les réutiliser ailleurs, c'est-à-dire créer une page et générer automatiquement les pages de produits en fonction de la base de données. Donc le titre, la description, le prix, la référence, s'il est en stock ou pas, etc. Ensuite, sur les bases de données, on va avoir des bases de données relationnelles. Donc elle va pouvoir discuter entre elles. Donc là, typiquement, euh, par exemple, si on fait une vente, notre première vente, c'est la référence produit qui est dans la table produit. On pourrait même imaginer une autre table qui est user utilisateur où c'est des personnes qui ont passé commande et là, on pourrait la connecter directement aux ventes où on ajouterait une ligne personne. Et là, on aurait son ID parce que ici, on ajoute un numéro 1, 2, 3. Et quand, par exemple, on ferait personne, on ajouterait, c'est l'ID 1, ID 2, ID 3. Donc, c'est la personne 1 dans la table user. Donc, on pourrait le mettre directement dans la table des ventes. Ça permet de les communiquer entre elles. C'est ça qui est intéressant. Maintenant, on va voir les workflows. En no-code, ça permet une orchestration automatisée des tâches et des processus complexes. Ce flux logique simplifie les démarches répétitives et optimise les opérations. Par exemple, dans l'exemple ici, on va l'agrandir. Là, on a par exemple un formulaire. C'est un formulaire qu'il y a sur notre site qui nous permet vraiment de prendre les coordonnées de la personne et de lui envoyer, à la fin de l'étape, un email avec la brochure de la formation. Comment ça fonctionne? C'est ici, il y a un trigger, il y a un déclencheur. Donc, pour déclencher le workflow, il faut que la personne elle remplisse ses coordonnées, qu'elle appuie sur le bouton. Et ensuite, la première étape, ça va stocker directement les informations de la personne dans notre base de données Airtable. Et ensuite, ça va lui envoyer le programme par mail. On pourrait imaginer d'autres automatisations, d'autres workflows qui viennent se coller ensemble, qui pourraient être la notification. C'est-à-dire que une fois qu'il a appuyé sur le bouton, ça le notifie comme quoi il a bien rempli et qu'il a reçu par mail le programme. On pourrait aussi imaginer que ça l'envoie directement sur une autre page. Donc on peut vraiment imaginer d'autres choses plus complexes. Donc c'est des actions qu'on peut mettre dans vos propres outils ou bien des actions qu'on peut utiliser avec des outils externes. Donc on peut connecter différentes applications entre elles ou même dans votre outil. Par exemple, dans Bubble, on fait des workflows à l'intérieur, c'est-à-dire que quand on clique sur un bouton, ça ouvre tel site, etc. Donc on fait chaque workflow pour chaque action de l'utilisateur. On peut l'utiliser dans des outils externes comme par exemple Make, N8N, Zapier, où là, ça va être de connecter d'autres outils entre eux. Voilà, donc les workflows, ça peut être soit dans l'outil ou soit à l'extérieur. Ensuite, on va voir les API. Alors, une API, c'est comme une passerelle qui permet à différentes applications de communiquer entre elles. C'est comme si faudrait imaginer un pont qui permet de relier une application à une autre. Ça permet de faciliter les échanges et de les sécuriser. C'est une méthode qui a été mise en place pour standardiser la connexion entre une application et une autre. Donc, prenons un exemple d'Uber où nous, on souhaite juste commander notre course. Et bien simplement derrière, nous on le voit pas inconsciemment, ça va
vous affichez la carte de Google Maps, par exemple, où on voit la voiture qui bouge, et bien derrière, il y a une requête API qui est faite avec Google Maps, où on lui demande d'afficher telle carte et tel emplacement en fonction de là où vous êtes situé, et ça lui répond. En fait, la carte, ça vous affiche la donnée de la carte avec le bon emplacement. Ensuite, on peut imaginer des requêtes de paiement. Une fois que vous allez payer votre course, pour vous afficher, pour autoriser le paiement, et bien directement dans l'application en externe, à l'intérieur, derrière, quand vous ne le voyez pas, et ça va utiliser un fournisseur de paiement tierce. Donc, par exemple, la plupart du temps, c'est Stripe pour aller plus rapidement. Donc, ils font une requête directement à Stripe pour valider le paiement et ça lui renvoie la réponse comme quoi le paiement a été validé. Comme ça, vous, sur votre écran, vous avez écrit paiement validé. Un exemple de requête, je vous ai mis ici un exemple où là, c'est une requête en JavaScript. Pour faire des requêtes API en JavaScript, on va utiliser la fonction fetch. Donc ici, pour faire des requêtes, il y a 3 choses. D'une part, il y a l'URL API, donc l'endpoint. Où est-ce qu'on veut aller? C'est-à-dire vers quelle requête on va envoyer notre demande. Donc c'est un petit peu, donne-moi l'adresse de là où je dois aller. Ensuite, il y a la méthode. Il y a différentes méthodes qui existent. Il y a get, post, putpatch et delete. Soit on récupère de la donnée, soit on en envoie, soit on la met à jour, soit on les supprime. Alors, il y en a d'autres qui existent, mais principalement, c'est les plus utilisés. Ensuite, il va falloir une clé API ou un token d'authentification. Ça va être l'entête, donc le header, ce qui est ici. D'accord? Donc, ça contient la plupart du temps soit le format de données qu'on veut. Donc là, on veut un JSON, on veut qu'il nous renvoie sous un format JSON. Je vous expliquerai juste par la suite ce que c'est le JSON. Ou sinon, la clé d'accès et un jeton d'authentification. Donc là, par exemple, pour utiliser cette API-là pour vraiment communiquer avec celle-là, avec cette API, on est obligé de lui fournir une autorisation, donc une clé API. La plupart du temps, soit elles sont payantes, soit elles sont gratuites. Donc, pour les clés API payantes, comme par exemple pour utiliser ChatGPT, il faut payer pour pouvoir avoir la réponse de ChatGPT. Donc, on s'inscrit sur ChatGPT, on met son compte, sa carte bleue pour pouvoir à chaque fois vous débiter à chaque requête. Et ensuite, ils vous fournissent une clé API où on la met ici. Voilà, tout simplement. Là, on pourrait aussi mettre un body, c'est pour lui préciser quelles données exactement je veux dans la requête. Donc, par exemple, là, je vais lui poser, je vais lui envoyer de la donnée, et bien là, il va savoir que je vais lui envoyer le nom et l'email d'une personne. C'est comme ça que les API fonctionnent. Ça sert à utiliser des outils externes, par exemple ChatGPT. On peut utiliser Google Maps, Stripe, etc. Et on peut les connecter à notre outil. Ça permet de simplifier la programmation. Ensuite, le JSON. Une fois que la requête a été envoyée, il va nous répondre et il nous répond souvent sur le format JSON. En tout cas, en automatisation dans les outils no-code que vous allez utiliser, on va vous renvoyer du JSON. Donc le JSON, sa définition, c'est du JavaScript Object Notation, qui est un format léger pour l'échange de données structurées. Donc ses caractéristiques, c'est que la syntaxe est simple et c'est un langage qui est lisible par les humains et les machines. Donc c'est utilisé pour différents échanges, mais surtout pour les API. C'est lisible pour les humains, par exemple, parce que là, dans notre exemple, vous pouvez comprendre que son nom, voilà, vous comprenez que c'est le nom, le prénom, la ville, et c'est bien orthographié. Ensuite, la structure, ça comprend des paires clés-valeurs, c'est des tableaux et des objets imbriqués. Donc en fait, le JSON, ça va être soit un tableau, soit un objet. Un tableau, ici, ça va être fait par des chevrons comme ça. Ensuite, l'objet, ça va être ce signe-là. Et là, on va avoir la clé valeur et l'objet. Comme un tableau, en haut, on pourra avoir le nom et différents noms des personnes. C'est la même chose avec le JSON. Donc là, typiquement pour l'exemple, une fois que j'ai stocké la personne qui a voulu demander le programme, elle est dans ma base de données Airtable. Et là, typiquement, je voudrais lui faire une requête API pour lui demander de m'afficher l'utilisateur de ma liste Airtable. Donc là, je vais utiliser une requête API et il va m'envoyer cette réponse sous le format JSON. Et ensuite, je pourrais l'automatiser pour faire des choses avec. Par exemple, il pourrait me donner l'adresse email que je pourrais lui envoyer un email directement par la suite. Voilà, tout simplement. Donc voilà, on a fait un petit peu le tour de tout ce qui fait partie du monde du no-code. Donc on peut bien imaginer que le no-code, c'est une révolution digitale qui permet de révolutionner notre approche sur le développement web et qui permet à n'importe quelle personne sans compétences techniques de coder, de faire des automatisations, des applications web, etc.
Donc c'est vraiment une révolution et qu'en un seul clic, on peut vraiment, démocratiser la création numérique et la création d'applications web. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter cette vidéo et à apporter vos questions dans les commentaires.